Et on est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui, Marc Fesneau, parce que, évidemment, vous êtes un très proche de François Bayrou depuis très longtemps maintenant, c'est pas nouveau, et encore maintenant, dans ces moments qui sont un petit peu particuliers. Vous l'avez vu hier sur le plateau du 20h de TF1. Vous étiez peut-être présent d'ailleurs, vous étiez là ou... Non, non, je l'ai vu, mais j'étais pas D'accord, présent. vous avez débriefé un peu avec derrière lui mon poste, comme on dit. Vous l'avez eu après au téléphone, vous avez parlé avec lui ou pas? Après au téléphone. Et alors, vous vous êtes raconté quoi? Je ne vais pas vous raconter ce qu'on s'est raconté, simplement de dire que on s'est dit qu'il fallait poursuivre le travail d'explication, de pédagogie, comme on dit, pour essayer de bien poser les termes du débat qui sera le débat du 8 septembre sur la situation du pays. Mais sauf que ce que vous nous dites là, c'est aussi le sentiment qu'on a eu quand on a regardé François Bayrou hier. On a l'impression que vous êtes dans une réalité parallèle. Qu'au fond, il n'y a que François Bayrou qui y croit ou qui fait semblant d'y croire, mais il n'y a pas que lui, il y a vous aussi. Alors. Non, non, je ne suis pas dans une réalité parallèle. Si la question que vous me posez, c'est de dire est-ce qu'aujourd'hui, on est assuré d'un vote de confiance ou d'un vote de responsabilité sur la déclaration que fera le Premier ministre, la réponse est non. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous êtes assuré du contraire? À date, les déclarations que j'entends des uns et des autres, c'était plutôt ça la réalité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une fatalité qui semble se présenter devant nous qu'il ne faut pas essayer de la combattre. C'est pas parce qu'il y a une fatalité de la dette qu'il ne faut pas essayer de la combattre. C'est pas parce qu'il y a une fatalité sur les questions de guerre ou de paix en Europe et dans le monde qu'il ne faut pas essayer de se battre. Donc je pense que c'est important de se battre, parce qu'en plus, je pense que c'est un débat, en tout état de cause, qui est un débat utile et nécessaire pour le pays, parce que ce débat, il est présent dans les médias depuis longtemps. Il est beaucoup plus présent, d'ailleurs, depuis que François Bayrou est Premier ministre, ce débat sur la dette et le déficit. Oui. Et il est devant nous de toute façon. Donc ceux qui essayent de filouter, d'échapper, de dire c'est pas le bon montant, c'est pas le vrai montant, c'est pas ça la difficulté, ils seront un jour ou l'autre confrontés à ce débat. Oui, mais à quoi ça sert d'avoir raison si on est débarqué politiquement? Non, mais je pense que c'est important. La politique, la vie politique est quand même singulièrement chahutée par les populistes. Je pense que s'il n'y a pas une ligne de ceux qui essayent de dire ce qu'est la vérité des choses et de ne pas nier la réalité, vous me parliez de la négation de la réalité, ceux qui nous expliquent qu'il n'y a pas de problème de dette et de déficit, ni singulièrement la réalité. Marc Fesneau, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'il faut que vous nous expliquiez. Hier soir, François Bayrou nous dit que tout est négociable. Et il y a quelques minutes, Éric Lombard, devant les patrons de la REF, dit l'ISF est complètement écarté. Ça veut donc dire que tout n'est pas négociable? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas assisté à la conférence. En tout cas, ce que je peux vous dire, pour le coup, puisque vous avez raison de dire que je suis proche de François Bayrou, c'est que dans sa tête, la question... Alors, ne faisons pas un totem du non-ISF, mais la contribution, et une forme de contribution nouvelle des plus fortunés, reste sur la table, et elle était dans l'état d'esprit. C'est écarté. Oui, mais il parle l'ISF est écarté, c'est peut-être la formule ISF. Les patrons vont comprendre qu'il n'y aura pas de nouvelle taxe sur le patrimoine. Non, mais dites-nous en plus, ça pourrait prendre quelle forme? Bon, il y avait la contribution exceptionnelle l'an dernier qui avait été posée, qui était plutôt sur 2 ans. Nous, le groupe, d'ailleurs, je suis très à l'aise pour en parler, parce que c'était un dispositif que le groupe, les démocrates, soutenait. Donc, je n'ai pas découvert l'idée que pour que nous puissions discuter avec les Français, il faut qu'il y ait un sentiment de justice. Non pas un sentiment d'acharnement. Je déteste l'espèce de truc où on se dit en permanence c'est la faute des riches, c'est la faute des immigrés, c'est la faute de l'autre, c'est la faute des retraités, c'est la faute... Bon. Mais il y a besoin... C'est la faute des boomers. Oui, mais c'est parce que... C'est que chacun doit prendre sa part. Et que ceux qui ont plus de fortune doivent plus prendre leur part que ceux qui en ont moins. Donc sous quelle forme? Si c'est pas l'ISF, et donc ça peut être cette contribution qu'on prolongerait dans la durée. Nous, notre proposition, c'était de dire cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, on la maintient jusqu'au moment où on repasse sous les 3%. C'est simple, c'est limite. Les revenus, ils sont très taxés. Ce sont les patrimoines qui sont moins taxés. Et la gauche, aujourd'hui, demande que l'on taxe. Alors après, il y a une question. Là aussi, pardon de rappeler ce que nous avions défendu, y compris au moment de la suppression de l'ISF, c'était nous, on pensait qu'il fallait taxer les patrimoines improductifs. Parce que le patrimoine, il y a 2 choses dans les patrimoines. Quand vous êtes détenteur de votre entreprise, vous avez un patrimoine qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi, qui crée de la croissance. C'est pas la même chose que de disposer de tel ou tel bien immobilier dont vous jouissez d'une certaine façon. Ça reste pour moi une question, cette question-là. C'est-à-dire la question que le patrimoine dit improductif, toute la question et tout le débat que nous avions eu, c'était en 2017 que nous posions cette question-là, nous, Modem. Hein. Toute la question, c'est de savoir ce que c'est qu'un patrimoine productif et ce que c'est qu'un patrimoine improductif. Pardon, mais évidemment, chacun se met on a du mal à avoir une réponse précise. Il reste que 10 jours. Pour dire les choses concrètement, vous sortez ça un peu de votre chapeau pour essayer de convaincre les... Non, pardon. Sur le plan politique, pour essayer de convaincre les socialistes. Voilà, de pas... Non, mais je reviens... Ah oui, c'est vrai, il va parler d'ailleurs ce soir sur BFM. Il va parler devant le MEDEF. Ça sera intéressant. Pardon. Il va l'annoncer cet après-midi, cette mesure? Mais, pardon, je crois qu'on n'est pas d'accord sur une chose, c'est que le 8 septembre, c'était pas la présentation du budget. Oui, mais alors... Le 8 septembre, c'est la présentation... Non, parce que... Marc Fesneau, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de méthode? Est-ce que dans ces cas-là, il n'aurait pas fallu ne pas présenter les mesures au mois de juillet
Je serais venu aujourd'hui, le lendemain sur le plateau, il m'aurait dit Bayrou, il est encore fait dans le flou. Il n'y a pas de concret. Il dit 44 milliards, mais où, monsieur Fesneau? À partir du moment où vous dites oui, c'est pas un vote. Non. C'est pas un vote sur le budget, ce que dit le président de la. Qu'est-ce qui s'est passé À partir du moment où hier, effectivement, pendant tout le long de l'interview, François Bayrou essaye de recadrer en disant c'est effectivement pas un vote sur les mesures. Les mesures, elles sont toutes discutables. C'est un vote sur le constat. Il l'avait dit partagé. dès le 15 juillet. Hein. Oui. Le constat. Mais à partir du moment où le Premier ministre, c'est aussi courageux de sa part, dévoile un certain nombre de mesures, des mesures que les Français vivent dans leur quotidien. Bien sûr, il y a cette mesure urticante sur les jours fériés. Évidemment, vous savez que le vote va se cristalliser sur les mesures et plus sur le constat. Oui, mais quel est le problème? C'est que, avant de parler des mesures, on a un vrai désaccord, pour pas dire une discordance, entre les uns ou les autres. Le Parti socialiste nous a dit au 15 août que le sujet, c'était pas 40 milliards, c'était 20. Mais il ne nie pas le problème de la dette. Oui, non, mais dire que c'est pas 40 milliards pour essayer de trouver une trajectoire pour passer sous les 5%, c'est nier le problème de la dette. C'est exactement la réponse du Parti socialiste, la réponse que nous faisons tous. On peut se mettre dans le sac. Hein. J'ai pas de difficulté à dire que nous sommes nous-mêmes responsables de ça. Alors, demain, on verra. Mais pour l'instant, faisons le minimum. Essayons de trouver un compromis sur le dos de la dette, c'est-à-dire sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, si vous n'êtes même pas d'accord sur l'idée de la marche à franchir, de l'effort à faire, on rentre pas dans le détail des mesures et donc on reste. Bayrou ne va pas dévoiler, pour répondre à votre question, cet après-midi des mesures. Il veut qu'on puisse aborder la question des mesures en disant que tout est ouvert et c'est pas nouveau. Il l'a dit le 15 juillet. D'accord. En se disant la marche, donc la trajectoire, c'est autour de 40 milliards. C'est comme ça qu'on y arrive, sinon on ne réduit pas la dette. Il ne va pas aller voir les socialistes dans les heures qui viennent pour dire voilà, je vous lâche un peu sur la taxation des plus hauts revenus et en échange, vous ne voterez pas. Vous voterez. Je ne crois pas que le sujet et la dette méritent ce genre de troc, parce que je rappelle quand même que c'est un sujet. Alors ça paraît toujours un peu fumeux. C'est un sujet. À la fin, si on ne réduit pas. Je ne parle même pas des risques financiers, des risques d'augmentation des taux, qui peuvent être quand même des risques réels et que les Français vont connaître, les taux des entreprises, les taux de l'immobilier. Mais c'est à la fin, si on ne fait pas cette modification de trajectoire, c'est 100 milliards. Non, c'est 100 milliards de remboursement des annuités. Alors ça, il a expliqué. Oui, mais 100 milliards, c'est ce qu'on ne met pas dans la police, dans la gendarmerie, dans l'éducation. Donc si on préfère engraisser ceux qui nous prêtent, plutôt que de servir des mesures pour le pays, c'est un choix. Mais nous, on ne l'a pas. Est-ce que vous êtes un boomer, Marc Fesneau, ou pas? Je vais le devenir. Mais je ne suis pas un boomer de la génération des boomers. J'espère le devenir. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 71. Non, 71, il y échappe de justesse. Ah, parce que c'est 68. Écoutez François Bayrou. C'est eux qui sont les victimes. C'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial? Tout ça pour le confort de certains partis politiques et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Alors les boomers, on rappelle les dates, c'est ceux qui sont nés entre les années 40 et 1968. Vous y échappez pour 3 ans. Est-ce que je pensais pas que j'étais si près de cette horizon. Si, vous n'êtes pas loin. Voilà, 43 et 68. Est-ce que ça n'est pas une façon de monter les générations les unes contre les autres? On n'est pas ici dans l'apaisement. Non. Je pense qu'on a besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, la question n'est pas de faire la chasse aux riches. Et j'ai dit dans la même phrase, ce n'est pas la question de faire la chasse à ceux qui sont en difficulté, aux immigrés, et pas plus aux retraités. Mais sur les 1000 milliards de dettes qui se sont accumulées sous les deux quinquennats d'Emmanuel Macron pour l'instant, la moitié, c'est le déficit des retraites. Donc, si vous dites il n'y a pas de problème sur ce sujet-là, vous occultez la moitié du problème. Et donc, vous continuez à nier la réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs, il faut le dire aussi, que nous avons fait cette réforme des retraites. Donc, ce n'est pas pour montrer du doigt des gens. Et alors, ce n'est pas le style en plus de François Bayrou, ça je peux en témoigner. Mais ne pas dire... Non mais, c'est trop facile de dire il faut que les efforts soient faits par tout le monde, sauf par moi. Ça ne peut pas marcher comme ça dans la vie politique. Mais ça ne veut pas dire que je montre du doigt. Et d'ailleurs, dans le plan, c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit complet du 15 juillet, tout le monde était mis à contribution, sans dire c'est la faute des retraités. Il n'a pas arrêté de montrer du doigt. Hier, il a dit les oppositions, elles étaient en vacances, elles n'ont rien foutu au mois d'août, pendant que moi, j'étais le seul à bosser. Regardez la lettre que Marine Le Pen a envoyée. Marine Le Pen, elle le traite de menteur. Elle dit le 25 juillet, moi je bossais aussi, je lui ai envoyé une lettre à François Bayrou, et la vérité, c'est qu'il n'en a pas tenu compte. Vous lui répondez quoi à Marine Le Pen, qui ce matin parle de mensonges? D'abord, je ne comptais pas que nous fassions un accord avec Marine Le Pen. Le sujet, c'est de pas attendre le quitus de Marine Le Pen. Enfin, nous ne sommes pas en coalition avec Marine Le Pen. Qu'on écoute les propositions des uns et des autres, mais enfin, je veux dire... Deuxième élément, d'ailleurs, dans son courrier, autant que je me souvienne, elle disait qu'il fallait réduire la contribution de la France à l'Union européenne. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Bon,
Donc, dire qu'on n'est pas écouté, on ne va pas faire mensonge contre mensonge, mais elle demandait 7, et grâce au travail du gouvernement, singulièrement d'Amélie de Montchalin, on est passé à 4 de réduction, quand même. Ce que personne ne pensait possible. Bon, donc on écoute, on regarde. Mais quand Madame Le Pen dit dans le même courrier, le sujet, c'est en fait la faute des immigrés, parce qu'il faut toujours trouver une victime expiatoire du sujet. Et donc c'est là qu'on va trouver les 20 milliards. Là, on est dans quelque chose où, manifestement, nous avons un désaccord profond. Sauf et que donc, l'intention sur l'Europe, c'était pas franchement la vôtre, de réduire les contributions. Mais quand vous voyez aujourd'hui la presse européenne pendant tout l'été, je veux dire, ils sont accablés. Ils attendent quelque chose de ce qui va se passer en France. C'est pour ça que nous devons essayer, personne n'est parfait, pas moi plus que les autres, d'être un peu à la hauteur de l'enjeu, parce que l'Europe, vous avez absolument raison, un mot juste. Elle nous attend d'abord pour l'équilibre financier. Nous avons une monnaie commune, donc ce qui se passe chez nous, ça intéresse le voisin. Parce que nous sommes solidaires des autres. Hein. Et donc la solidarité, c'est la responsabilité aussi. Et deuxième élément, vous avez pendant 1 heure parlé de la crise ukrainienne, si j'ai bien suivi vos émissions. Ce qui s'est passé à Kiev, oui, évidemment. Non, mais c'était pas un reproche. Vous avez absolument raison de parler de ça. Et quel est l'intérêt d'avoir un pays comme la France affaibli? Qui ça sert, au fond, si la France est affaiblie? Je sais que ça sert pas l'Europe, et je sais que ça sert Poutine. Voilà, c'est quand on est patriote, quand on veut la souveraineté de la France et donc de l'Europe, pour se défendre face à ce type de menaces, on a besoin d'être sérieux. Il continue d'y croire, Marc Fesneau, visiblement dans la foulée et la lignée de François Bayrou.